Et nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir un invité, c'est Benjamin Nivet. Bonjour Benjamin. On est ravis de t'avoir, on te le disait là vite fait juste avant l'émission. Mais avant, pour peut-être les plus jeunes qui te connaissent pas, même si ça m'étonnerait vu le temps que tu as joué en Ligue 1, on va avoir un portrait et c'est Seb qui s'y colle. Eh oui, bonsoir Benjamin, parce qu'en fait, il y a des gens qui nous écoutent qui sont beaucoup plus jeunes que nous, qui ont encore des cheveux par exemple, et du coup, ils connaissent pas tous parfaitement ta bio, donc là, je vais balayer ta bio, donc j'ai fait simple, je suis allé sur Wikipédia pour toi, à l'occasion de vérifier que Wikipédia ne raconte pas n'importe quoi sur toi. Alors, Benjamin Nivet, tu es né le 2 janvier 1977, où ça ? À Chartres. On est d'accord. Alors, la longévité de sa carrière de joueur professionnel, débutée en 96, est exceptionnelle. Avec l'Estac et le SM Caen, Nivet connaît combien d'accessions en Ligue 1 ? Je dirais 4. Ouais. C'est ça ? Et combien de relégations ? Je sais plus, bizarrement. Beaucoup trop. D'après Wikipédia, c'est 7. Ah ouais, oui, d'accord. Ouais, alors, aujourd'hui, il rejoue avec le club amateur de Brou. L'Étoile de Brou. L'Étoile de Brou. Enfant, Benjamin Nivet est fan de Michel Platini. Ok, décidément, pour une fois, Wikipédia raconte pas n'importe quoi. Benjamin intègre le centre de formation de Auxerre. La JOCR, dont la réputation fait la différence aux yeux de ses parents. Sous l'aile protectrice de Giroud, il devient international des moins de 18. L'arrêt Bosman venant d'entrer en vigueur, Roux offre un contrat professionnel à ses jeunes prometteurs. À 18 ans, Nivet devient professionnel, mais il doit attendre presque 2 ans pour faire ses débuts avec l'équipe première. Et donc toi, Benjamin, tu débutes donc le 5 septembre 97 en Ligue 1 et tu n'arrives pas à faire ton trou. En 2 ans, tu ne disputes que 15 matchs parce que tu n'es pas assez quoi ? Assez mature. C'est ma plus grosse erreur à ce moment-là de ma carrière, c'est que je me suis pas assez imposé et je me suis pas imposé en fait. Alors d'après Wikipédia, c'est parce que tu n'étais pas assez costaud aux yeux du staff auxerrois. Et tu as déclaré que tu étais réservé, qu'il te fallait du temps pour te faire connaître et te faire confiance. Et puis Auxerre jouait quand même les premiers rôles en Ligue 1 en plus, dans les 4-5 premiers, donc il y avait des joueurs de très grande qualité. Ouais. Donc pour trouver du temps de jeu, tu quittes Auxerre et tu signes à Châteauroux, à la Berrichonne. À Berrichonne. Son influence grandit progressivement sur le terrain ainsi que ses statistiques avec 14 buts en 96 matchs. Il réalise de bonnes performances et devient un joueur important du championnat. En janvier 2002, tu signes à l'Estac. Et le club donc termine à la 7e place de première division. Pourtant, l'année suivante, c'est un fiasco. Le club troyen descend en Ligue 2. L'Estac retrouve l'élite après 2 saisons d'antichambre et 12 buts de son meneur de jeu, entouré de futurs internationaux. Qui étaient ces futurs internationaux ? Blaise Matuidi. Ouais. Il y en avait un autre. Vous pouvez essayer les autres. Alors 2004-2005 ? Initial PV, non ça ? Non. Non, non, c'est pas lui que j'ai. Initial BG. Beau gosse, Boris ? Baffé Timbigomis. Ah oui, exactement. Oui, Baffé qui a fait la montée aussi avec nous. Je l'avais oublié. Pardon, un super joueur. Donc au printemps 2007, 3 rechutes en Ligue 2. Nivet dispose d'une clause de sortie pour pouvoir rester en Ligue 1. Des contacts existent avec l'Olympique de Marseille qui pense à lui pour seconder Samir Nasri. Mais l'OM tarde à confirmer son intérêt et il signe finalement avec le Stade Malherbe de Caen. Et bien sûr, le Stade Malherbe qui vient d'obtenir son billet pour la Ligue 1 et qui règle pour combien tu es venu à Caen ? 2 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ce que dit Wikipédia en tout cas. Pour une fois, on a fait une bonne affaire. Nivet, c'est moins cher que Bamou quand même. Tu signes 3 ans. Son nouvel entraîneur, Franck Dumas, est séduit par... Je sais pas. Par mon jeu forcément, parce que c'était un joueur plutôt... technique et ça rentrait parfaitement dans les cordes par rapport à Malherbe, ce que proposait à cette époque-là le club. Ça rejoint un peu ça. Dumas dit qu'il est séduit par ton QI footballistique. QI, je précise. Ouais, QI, ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'était ma force, c'était mon intelligence dans le jeu et c'est ce qui m'a poursuivi pendant tout le long de la carrière et ce qui a été ma force pour finir beaucoup plus tard que les autres. Son entente au milieu de terrain avec au club permet au club d'assurer un maintien confortable. C'était qui les 2 joueurs particulièrement avec qui tu as joué au milieu de terrain et qu'on a beaucoup apprécié ? J'ai joué aussi avec qui j'ai beaucoup apprécié, Grégory Proman qui jouait en sentinelle, en numéro 6, et moi je joue en relayeur avec Titi de Rouen. Exactement, c'est ça, c'est Titi de Rouen et Greg Proman qui sont cités. Voilà, un milieu très technique.
plus que physique, quoi. Donc c'est un peu le défaut aussi peut-être qu'on avait peut-être. Donc la saison 2008-2009 du club normand, qui doit être celle de la confirmation, n'est pas à la hauteur des espérances. Après un bon début de saison, 15 matchs sans victoire précipite Caen en Ligue 2. Malgré sa volonté de continuer à jouer en Ligue 1, Benjamin Nivet reste finalement sur les borderlands, champion de Ligue 2 en 2010. Il est aussi, tu obtiens quoi cette saison-là? Je crois que je suis nominé dans les 4 meilleurs joueurs de Ligue 2. Ouais, et t'es meilleur passeur de la saison avec 11 passes décisives. Et à partir de la saison 2010-2011, tu n'es plus systématiquement titularisé par Dumas, qui souhaite te préserver. Les Canets se maintiennent de justesse avec 3 nouveaux buts et 5 passes décisives de Benjamin Nivet. Alors qu'il joue moins en 2011-2012, il inscrit 7 buts, dont 4 pénaltys, et donne 2 passes décisives. Il inscrit notamment les 2 derniers buts de son équipe lors des 2 dernières journées, qui se concluent sur 2 défaites et la relégation du club normand. Après 5 saisons, et combien de matchs tu as joué à Caen? Est-ce que tu sais à peu près? Non, je sais pas combien de matchs j'ai joué. 180 avec Caen. Et combien de buts? Il va falloir que tu me le dises aussi. 24 buts. Donc tu ne prolonges pas ton contrat à Caen. Ajaccio est sur les rangs pour t'accueillir, mais Nivet préfère retourner à l'Estac. Tu retournes à Troyes, promu en Ligue 1, où tu retrouves ton entraîneur fétiche. Jean-Marc Furlan. D'ailleurs, soit dit en passant, si tu as le 06 de Jean-Marc Furlan, peut-être que cet été, il y a un club que ça pourrait intéresser. Je dis ça, je dis rien. Tu es récompensé de ta bonne saison en étant nominé comme meilleur joueur de Ligue 2 au trophée UNFP du football. À quel âge? 36, 37 36, 37 38 ans. 38 ans. D'accord. Le 15 mai 2019, dans un communiqué publié sur le site du club, Benjamin, tu annonces la fin de sa carrière à l'âge de 42 ans. 42 ans, c'est ça. Juste un mot encore sur ton style de jeu. Wikipédia te décrit comme un meneur de jeu comment? À l'ancienne. À l'ancienne, tout à fait. Un meneur de jeu à l'ancienne. C'est noté sur Wikipédia que tu écoutes ton corps et que tu ne sors pas les 2 jours précédant un match. C'était une tradition. À partir si on jouait le samedi soir, moi j'avais toujours ma dernière sortie était le mercredi soir, et à partir du jeudi matin, j'étais déjà dans mon match à le préparer. Quand je parle de sortie, c'est si j'allais manger au restaurant ou chez des amis. Donc après, sinon je m'octroyais aucune, à part emmener les enfants à l'école et puis aller à l'entraînement. De jeudi à samedi, je restais tranquille à la maison. Et bien comme quoi, voilà, pour ce qui est du portrait de Benjamin, c'est assez impressionnant. En fait, Wikipédia est assez juste, hein. Autant souvent il y a des erreurs, mais là... apparemment, tout était bon. Merci Seb pour ce portrait et on va continuer la discussion avec Benjamin. Je voulais revenir sur ce que tu as commencé à nous dire hors antenne, mais on va le redire à l'antenne. C'est tes impressions déjà pour commencer sur Caen. Tu nous disais que c'était un club que tu avais apprécié avec son côté familial et quelque chose qui revient souvent de la part de beaucoup de joueurs qui ont joué à Caen et qui ont fait d'autres clubs comme toi. C'est une ferveur qui est un peu particulière quand on sent que c'est le club d'une région et que ce public est derrière ce club. Non, moi, c'est la chose qui m'a le plus marqué, c'est l'engouement qu'il y avait autour de ce club. On sent que c'est le club des Normands, ces couleurs bleues et rouges qu'on voit partout aussi chez les clubs amateurs. Il y a vraiment une grosse identité normande et ce club, avec ses infrastructures, avec son public, ses supporters, cet engouement, pour moi, a toute la stature pour être en Ligue 1. C'est ce qui m'a vraiment marqué. Et après, c'est sûr, la chaleur des gens. Moi, je suis parti à contre-cœur parce que je voulais m'inscrire dans un projet à longue durée ici à Malherbe. Malheureusement, j'étais en fin de contrat. Il y avait un nouveau projet pour le club. Et donc, du coup, j'ai dû partir. Pour en revenir à ce que disait Seb dans le portrait aussi, avant que tu arrives, tu as le choix d'aller jouer à Marseille. T'as pas confirmé cette information, mais du coup, c'est 2 choix de carrière complètement différents. En gros, c'était la Ligue 1 quoi qu'il arrive, mais soit une place de titulaire dans un club plutôt de bas de tableau, ou aller faire le remplaçant dans un club plutôt de haut de tableau. Qu'est-ce qui a fait ton choix si tu l'as vraiment eu? Alors, c'est vrai que Marseille était intéressé, comme il l'a dit Sébastien, c'est que j'étais contacté par l'OM et à l'époque c'était José Anigo pour être la doublure de Samir Nasri, mais c'est resté que j'ai pas eu après la proposition après concrète parce qu'il fallait un transfert. Alors l'OM a tardé un peu et moi Malherbe ça faisait un petit moment qu'ils étaient sur moi, qu'ils me voulaient absolument et je pouvais pas me permettre non plus d'attendre parce que sinon Malherbe n'allait pas aussi attendre indéfiniment le fait que je fasse mon choix et c'était tout à fait normal. J'ai bien compris ça et du coup j'ai fait mon choix de venir à Caen et de pas d'attendre une éventuelle proposition concrète de la part de Marseille.
on sent que t'es quelqu'un de, comme tu dis, tu sortais peu, t'as été très professionnel, c'est ce qui ressort beaucoup. Le fait d'avoir cette assurance de jouer, ça joue dans un choix, dans un moment, dans une carrière, parce que t'as eu plusieurs clubs aussi, et puis tu as pu jouer aussi assez âgé, de comme ça demander d'avoir une confiance du coach et de savoir qu'on va avoir un minimum de temps de jeu sur le terrain. Ouais, ça compte énormément d'avoir la confiance du coach, d'avoir son ressenti avant que vous alliez dans un endroit. Nancy me voulait aussi absolument, à cette époque-là, mais il n'y avait pas la plage. Il n'y avait pas la plage, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas les plages normandes, il n'y avait pas le soleil. Et donc, du coup, j'ai choisi la Normandie. Et puis, non, surtout parce que moi, en fait, c'est la philosophie de jeu de Caen qui me plaisait énormément. Je la regardais jouer, ça jouait vers l'avant, c'était ultra offensif. Je m'étais dit, j'allais bien m'éclater aussi dans cette équipe. Maintenant, je n'avais aucune garantie non plus d'être forcément le titulaire, mais il y a toujours la confiance. Mais à partir du moment où vous avez quand même la confiance, vous arrivez dans un environnement où vous vous sentez désiré, forcément, ça compte dans votre choix. On l'a vu là dans ton portrait, ça parle forcément de ta longévité. J'ai l'impression que dès qu'on parle de Benjamin Nivet, tout le monde a ça en tête. T'en as pas marre, en fait, qu'on retienne notamment ça de toi? En fait, j'avais un peu marre qu'on me parle de ça quand j'avais 35, 36 ans, quand je suis parti de Caen, parce qu'on estimait que j'étais déjà peut-être vieux et peut-être qu'ils me demandaient à chaque fois est-ce que c'est la dernière année, alors que moi, je me sentais vraiment très bien. Donc là, à cette période-là, je n'aimais pas parler de mon âge. Mais passer cette barrière des 37, 38 ans, par contre, pour moi, c'était une véritable fierté parce que j'ai mis tout en œuvre pendant toute ma carrière pour durer le plus longtemps possible. Et j'étais agréablement surpris de pouvoir jouer jusqu'à 42 ans. Et pour dire franchement, j'arrête à 42 ans, plus mentalement usé parce qu'avec l'entraîneur, ça se passe pas bien et j'ai pas les mêmes conceptions du jeu que lui. Et du coup, j'arrête ma carrière surtout parce que l'entraîneur m'a un peu dégoûté du foot. Mais du coup, entre tes débuts en 96 jusqu'à donc la fin de ta carrière à 42 ans, t'as connu en fait quasiment plusieurs générations de footballeurs. Qu'est-ce qui a changé dans le foot entre tes débuts et le moment où tu as quitté le monde pro? Les débuts, c'est surtout la grosse médiatisation. Maintenant, on voit que c'est beaucoup plus du business, du foot business. Il y a beaucoup moins. Je trouve que tu t'identifies beaucoup moins à un club, à une équipe, parce qu'il y a beaucoup de changements d'une année sur l'autre. Les joueurs pensent surtout à leur carrière et donc sont sûrement plus individualistes aussi par rapport à ce que j'ai pu connaître au début de ma carrière. Moi, j'ai commencé à l'AGIA, il y avait vraiment une vraie identité à l'AGIA. Les joueurs, c'était souvent la même équipe. Et à Nantes, c'était pareil. Il y avait toujours une entité propre au club. Moi, c'est vrai que je me retrouve plus dans le football d'avant parce que c'est plus des valeurs que je partage. Mais le football évolue. Donc, on est parti maintenant dans une médiatisation vraiment très élevée. Et puis surtout, le business, c'est beaucoup de business, quoi. Et c'est quoi, dans ta carrière, du coup, le trophée dont tu es le plus fier et pourquoi c'est le trophée des Normands? Mais c'est vrai ils m'ont appris, c'est vrai, à adorer ce derby, vouloir battre le Havre. Et quand j'étais à 3 aussi, que j'allais jouer au Havre, j'avais envie aussi de battre les Havrais. Donc, c'est vrai, normalement, je t'ai souvent gagné. Hein. J'ai pas je pense au moins 4 fois sur les 5 saisons. Donc, j'ai pas fait les stats, mais je te crois. Mais je suis plus fier d'avoir mis une ligne de palmarès avec mon équipe de Caen à cette époque, en 2009-2010, d'un titre de champion qui reste aussi dans la vie d'un club. Comment on le ressent ça quand on n'est pas de la région, qu'on arrive dans un club qui a une rivalité comme ça? Est-ce que on épouse la rivalité, on veut faire plaisir aux supporters et on se joue, alors je vais pas dire de ce folklore, mais de cette ambiance qui se crée avant ce match important? Alors moi, je m'en suis complètement imprégné. Je me suis complètement imprégné d'être vraiment un malherbiste et d'être contre l'ennemi, entre guillemets, havrais. Et ça, c'est quelque chose que moi, je m'imprégnais vraiment de cette identité. La Normandie est rouge et bleu. Donc ça, je l'avais vraiment... ça, ils m'ont imprégné. Et moi, j'adorais ces derbies. C'était folklore. C'est marrant parce que on t'imagine pas forcément comme ça. On t'imagine comme un joueur très tout en retenue, très très posé, très calme. On t'imagine pas à fond derrière un derby, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis aussi beaucoup en retenue, mais à l'intérieur, forcément, ça boue, ça boue. Tiens, une petite question, Benjamin. Entre Troyes et Auxerre, est-ce que c'est un derby, vu que tu joues dans les deux clubs? C'est différent parce que là, il n'y a pas la suprématie régionale. Nous, le derby troyen, c'est plus Troyes et Reims. C'est plus celui-là qui marque les esprits au niveau des supporters, où il y a vraiment la rivalité. Entre Troyes et Auxerre, c'est un petit derby parce qu'on est très proche, il n'y a que 80 km entre les deux villes.
Vous êtes toujours sur Radio Phoenix, c'est WAM l'émission avec Benjamin Nivet comme invité. Vous venez d'entendre Tilassine avec le titre 1978 et on continue un peu à retracer le fil de la carrière de Benjamin. On parlait de ce milieu de terrain avec Proman et De Rouen. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe que tu as côtoyée pendant plusieurs années et de cette relation que tu disais plus technique que physique? Bah oui, c'était notre grosse force. Hein. Déjà, Grégory Proman, c'est un joueur d'équipe qui donnait beaucoup de très bons ballons pour ses milieux de terrain offensifs comme Titi et moi. On arrivait toujours à bien se trouver. Techniquement, on avait une vraie relation et on était vraiment très performants sur ce domaine-là. Et par contre, à contrario, c'est vrai que athlétiquement, par contre, c'est peut-être pour ça aussi, ça nous a fait défaut. Où en Ligue 1, on manquait un peu d'impact dans le côté défensif. Des fois, sur les gros matchs, on était en dessous athlétiquement. On peut compléter, hein, parce qu'on parle de Benjamin, forcément, de Titi de Rouen, de Proman. Mais si on regarde le milieu de 2007-2008, tu rajoutes Elouchans à gauche, Gouffran à droite. Ça, c'est propre. Hein. Ouais, par contre, c'est vrai que en plus, ces deux milieux excentrés, ils nous faisaient énormément de bien parce qu'ils étaient déjà très bons offensivement. Et ils faisaient beaucoup d'efforts aussi défensifs. Hein. Yo et Lou, ils avaient un gros volume de jeu. Et après, c'est vrai qu'on a perdu Yo qui est parti. Donc, ça nous a fait mal aussi la saison après. Mais ils nous ont fait vraiment du bien sur cette saison-là. On avait une équipe vraiment très performante. On finit 11e. On se retrouve 4e à la trêve. On était capable du meilleur comme du pire. Mais on a fait une très belle saison. C'est quoi pour toi les meilleurs souvenirs que tu as pu connaître à Caen? Les pires souvenirs que tu as connus à Caen? Le pire, je vais vous le dire tout de suite sans hésiter parce que c'est la saison 2008-2009 où on a vraiment une très belle équipe et c'est beaucoup de gâchis cette saison-là. C'est ma intersaison la plus mal vécue de ma carrière parce que j'avais beaucoup d'ambition pour l'équipe, on avait tous de l'ambition et ça s'est vraiment très mal passé sur le terrain par les résultats et aussi dans le vestiaire, on n'avait pas une grosse force collective dans le vestiaire. Si je dis pas de bêtises, c'est la saison là avec Savidan. Est-ce que la notoriété soudaine de Steve Savidan n'a pas quelque part particulièrement plombé le vestiaire? Moi, non, je ne sais pas si c'est sa notoriété. Je pense que c'est surtout, il y avait pas de solidarité à l'intérieur du vestiaire et c'est ce qui manque aussi pour obtenir un maintien. Steve, vous vous rendez compte, on a un joueur en équipe de France, un des meilleurs buteurs du championnat et on arrive à descendre. Steve, en plus, c'est quelqu'un qui est très fédérateur, qui est toujours un rassembleur. Mais malheureusement, ça n'a pas pris dans le vestiaire. On n'a pas eu cette solidarité qui nous aurait permis de nous maintenir parce qu'il y avait la qualité. On dit toujours très régulièrement que c'est cette deuxième saison qui est toujours un peu difficile. Après une première, on arrive en Ligue 1, on performe. Est-ce que là, ça a été vraiment ça un peu, ce syndrome où tout le monde se sent un peu poussé des ailes et au final, on perd l'entente, on perd la base et tout s'effrite? Ouais, je pense que c'est ça. On s'est vu trop beau. On a bien commencé en plus ce championnat. On était dans la première partie de tableau. Et puis peut-être qu'il y a du relâchement. Derrière, les défaites s'enchaînent. Et puis après, il y a le grain de sable qui se met dans la machine. Et derrière, on n'a pas réussi à réagir. C'est marrant parce que tu es l'homme de deux clubs en fait principalement. Alors on a parlé d'Auxerre, mais tu es surtout l'homme connu pour Troyes et Caen. D'ailleurs, ça fait quoi d'être le Troyen le plus célèbre après Raphaël Mesrahi? Que tu connais, je crois. Ouais, mais il y a un autre Troyen qui est beaucoup plus célèbre que moi, c'est François Barouin. Donc lui, mais sinon, non, mais moi je suis fier d'avoir joué, d'avoir été fidèle à mes clubs. Après, c'est surtout fait partie de mon caractère, de mon tempérament. Si je sens que l'herbe n'est pas forcément beaucoup plus verte ailleurs, je préfère rester à l'endroit où je me sens bien. Et à Caen, je me sentais autant très bien sur le terrain, dans la vie du club, mais aussi en dehors, parce que la vie de famille est aussi très importante pour moi. Et c'est pour ça qu'on s'est inscrit aussi sur la durée, parce que j'ai pas ressenti une équipe qui aurait pu me permettre d'aller plus haut. Il y a juste une fois, mais c'était Auxerre. J'ai failli signer à Auxerre après la descente, mais le club voulait absolument me garder. Bon, c'est des choix. Après, j'avais un contrat et ça m'a réussi puisqu'on a fini champion de France et je le regrette pas. Et du coup, maintenant, tu vis où, si c'est pas indiscret? Je vis sur Troyes. Si vous voulez du champagne, on en a du très bon avec ma femme. A lancé sa marque de champagne. Oui, champagne. Allez, on va faire un coup de pub. Champagne Nivet. Exactement. Ouais, c'était une question que j'avais pour toi, Benjamin. Comment on fait pour avoir une telle santé quand on baigne dans le champagne? Moi, déjà, j'y arrive pas alors que je vis en Normandie. Donc, comment fais-tu? Il y a beaucoup de vitamines dans le champagne. Il va falloir essayer les vitamines du champagne. Ça a beaucoup de bienfaits. Et maintenant, si on vient sur ton actualité, donc si je dis pas de bêtises, donc tu es consultant sur la chaîne Téléfoot. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça.
Je te pose la question con, mais tu sais pas jusqu'à quand ou comment ce qui va advenir, ou est-ce que tu as envie ensuite de continuer sur une autre chaîne ou... Bah déjà pour la première question, on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. On a encore programmé ce week-end et mercredi aussi, il y a une journée de championnat aussi en Ligue 1 et en Ligue 2. Et après, on n'en sait pas plus pour la suite. Hein. Il y a les appels d'offres, comme vous savez, mais nous, on n'en sait pas plus que ce qu'on lit dans les journaux. Pour le métier de consultant, ça m'a vraiment bien plu. Bah, s'il y a une opportunité, forcément, j'y réfléchirai à pouvoir peut-être donner suite. Donc, je suis en pleine réflexion avec cet arrêt de Mediapro qui n'était pas prévu. C'était parti sur 4 ans. Donc, à la suite de mon après-carrière. Comment est l'ambiance là-bas ? Super. On a une super ambiance. Ça a été, je vous cache pas, un peu difficile quand on l'a appris. Ça a été dur pendant quelques jours, mais l'ambiance est vraiment très bonne. Là, beaucoup les journalistes, beaucoup de jeunes aussi. C'était une création de chaîne, donc tout le monde était très enthousiaste. Et bon, bah, malheureusement, ça va s'arrêter, mais en tout cas, là, l'ambiance est vraiment très bonne et surtout, ça reste professionnel et tous les journalistes, les consultants veulent finir aussi très bien et continuer à très bien faire leur travail. On a l'impression que le contexte a été lourd sur cette rédaction, c'est-à-dire que la chaîne était tellement décriée de par voilà, tout ce qui arrive, qu'au final, on ne s'est pas assez intéressé à cette rédaction, à ces journalistes. Et sur la fin, on a entendu même que ça faisait du bon travail et on s'apercevait même que beaucoup de gens, au final, n'avaient pas beaucoup regardé la chaîne. Vous avez ressenti ça peut-être un peu aussi ? Après, les gens ont arrêté de faire un peu l'amalgame entre les consultants, les journalistes et ce qui arrivait à Mediapro, parce que nous, on en pâtissait aussi, parce que nos contrats vont être arrêtés, donc il va y avoir beaucoup de casse aussi au niveau des journalistes, et on a senti aussi du soutien de la part des gens, ça fait du bien aussi à tout le monde. Après, nous on travaille, après on ne sait pas, est-ce qu'on est regardé, pas regardé, on ne sait pas trop le nombre d'abonnés, mais nous, les journalistes sont très heureux de faire ce travail, c'est un beau travail de commenter des matchs de football, de faire des émissions, donc on a eu cette chance-là, et donc on veut en profiter en tout cas jusqu'au dernier moment. Si je reviens un peu plus sur l'actualité et plus particulièrement ce qui nous intéresse là, en tant que supporter de Malherbe, tu as suivi ce qui s'est passé du coup, je dirais ces 3 dernières saisons à Caen, et qu'est-ce que tu en penses ? J'ai suivi forcément le Stade Malherbe depuis que je suis parti. Ce que j'en pense, c'est que c'est du gâchis, c'est dommage parce que le club était en train de vraiment bien grandir, de se structurer. On voyait les infrastructures ne cesser de croître, que ce soit le stade, l'équipe qui était performante en Ligue 1, qui est restée plusieurs années, ça commençait à se pérenniser. Le centre de formation, on le voit en plus avec l'arrivée de tous ces jeunes, donc commençait à porter ses fruits, de gros investissements. Et malheureusement, la descente, on sait tous, hein, ça fait énormément de mal. Et puis là, c'est vrai que c'est compliqué pour rebondir. Alors donc maintenant, il y a un nouveau projet avec des nouveaux investisseurs. Là, par contre, c'est le football moderne avec beaucoup de fonds d'investissement qui viennent investir dans les clubs, savoir après leur stratégie, leur envie, quelles sont leurs ambitions. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu déçu de voir Malherbe soit décroché là au classement, qui n'arrive pas à rester accroché au bon wagon. Et pourquoi on n'y arrive pas ? Est-ce que tu penses, c'est quoi ? C'est la qualité de l'effectif ? C'est les coachs Duprat ? Non, la qualité de l'effectif, je pense qu'il y a un bon groupe. Hein, ils peuvent rivaliser, qui peut rivaliser avec les équipes de devant. Après, ça va très vite devant, ça joue très bien. Il y a des belles équipes, que ce soit Clermont, que ce soit Troyes, que ce soit Auxerre, Toulouse, que ce soit même le Grenoble. Pour l'instant, ils ont pris vraiment une longueur d'avance par rapport à Caen, surtout, je pense, dans l'animation offensive. Je pense qu'il fait défaut à Malherbe pour l'instant, c'est de faire le jeu. Ils n'arrivent pas à trouver les solutions pour mettre à mal l'adversaire et c'est ce qui fait la différence avec les équipes de devant. Tu veux pas reprendre une petite licence, Benjamin ? Non, là je suis dépassé. Non, mais il y a les joueurs pour, hein, il y a les effectifs. Donc après, ils sont sur une mauvaise série. Ce qui m'a semblé paradoxal, c'est d'avoir gagné le derby, d'avoir senti cette grosse solidarité. Je me rappelle de ces images au milieu sur le terrain. Et puis derrière, depuis, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, une victoire en 10 matchs. C'est ça. Et beaucoup de difficultés à domicile pour gagner les matchs. Alors que les équipes viennent un peu regroupées, ils n'arrivent pas à trouver forcément les solutions offensives. Tu as gardé des contacts, toi, avec, alors je sais pas, aujourd'hui au club ou avec des anciens du club J'étais revenu au centre de formation en début de saison, donc j'avais pu revoir un peu tout le monde, tous ceux qui étaient déjà au centre de formation quand j'y étais. J'ai revu Nico, bien évidemment. J'ai revu Cédric avec beaucoup de Cédric Angebard, Nico Sub.
Et puis j'ai été super bien accueilli. Et puis j'ai revu Johan Cour, avec qui j'avais joué et qui est un très bon joueur. Donc ça m'a fait plaisir de revoir pas mal de têtes connues. J'en profite pour ce petit point Nicolas Seub. C'est là que j'interviens toujours, normalement. Ah, Nicolas Seub. En préparant l'émission, je me disais, tu vois, on parlait de fidélité à un club, tout ça. Donc évidemment, lui, c'est notre référence en la matière. Mais lui, il avait une particularité, c'était de ne pas avoir d'agent. Même. Je me demandais, toi, si tu avais des agents, quelle était ta relation justement aux agents, parce qu'on parlait du foot business tout à l'heure, comment ça se passait pour toi? Moi, ça marchait sur la confiance. J'ai jamais eu de contrat avec mon agent parce que je voulais marcher comme ça. Donc, du coup, je suis gardé le même depuis mes débuts en pro jusqu'à la fin de carrière. Sauf qu'il a été directeur sportif à Valenciennes entre-temps, c'était Henri Zambelli pour le nommer. Et du coup, il travaillait, que vous connaissez bien, avec Alain Caviglia. Et donc, Alain Caviglia avait repris la suite, donc c'était mon agent. Comme il a été directeur sportif à Caen, du coup, j'ai dû reprendre Henri Zambelli, qui avait arrêté d'être directeur sportif à Valenciennes. Et donc, du coup, j'ai fini après avec Henri Zambelli. Donc, moi, je suis resté sur de la fidélité et de la confiance, surtout mutuelle, avec des personnes humaines, avec de beaucoup d'humains. Tu penses que c'est un facteur aujourd'hui qui change aussi pas mal de choses, la relation déjà on disait à l'agent avant et maintenant on dit même aux agents au pluriel. Ouais, là ça a complètement changé, hein. C'est la gangrène aussi du football, de voir autant de monde autour des terrains, des plus jeunes âges, avec beaucoup d'agents, des joueurs qui n'arrêtent pas de changer d'agent. De toute façon, c'est en cours, hein, je crois, en train d'essayer d'éclaircir un peu la situation des agents, mais c'est vrai que c'est un souci aussi en plus. Et toi, justement, dans ce foot moderne ou foot business, quel rôle tu comptes y jouer? C'est-à-dire que là, on voit donc tes consultants. Est-ce que le rôle de coach, de dirigeant ou que sais-je pourrait t'intéresser? Oui. J'étais parti pour être coach. Continuer en tant que dirigeant. Non, j'étais plus parti comme dans la direction, un peu comme ce que fait Johan Lin à Caen. D'accord. C'est ça qui m'intéressait. Je fais une formation au CDES de Limoges en management sportif de haut niveau. Ça s'est pas passé comme je voulais. Moi, j'attache beaucoup d'importance aux valeurs humaines et j'ai pas senti le projet. J'ai pas continué dans cette voie-là. Donc du coup, en attendant, je faisais quand même cette formation et puis j'ai eu cette possibilité d'être consultant. Donc du coup, j'ai fait ça. Maintenant, je suis en pleine réflexion pour savoir quelle suite maintenant à donner à mon après-carrière si j'ai arrêté en tant que consultant. On transmettra ton CV à Monsieur Capton. Il y a des gens en place qui sont très performants. Je pense à Olivier Piqueux, à Johan Eudlin. Je pense que c'est des bons choix d'avoir pris ces deux personnes-là. Olivier Piqueux a fait du très très bon travail à Angers. C'est un ancien de la maison en plus. Donc Johan, pareil, c'est un ancien de la maison. Et je pense que c'est une bonne chose de les avoir aussi à ces postes-là qui sont importants aussi pour la vie d'un club. La relation que tu avais particulière avec un entraîneur, Jean-Marc Furlan, et a été dévoilée récemment dans une interview que tu as fait avec lui, que tu avais écrit une lettre à ton départ. Je voulais revenir sur ce lien, des fois, des liens comme ça qui se créent, alors que ça peut être avec un entraîneur ou d'autres personnes. Et là, on sent vraiment même une amitié peut-être qui est née de ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'était très fort parce qu'en fait, cet entraîneur, Jean-Marc Furlan, quand il est arrivé à l'Estac, en fait, j'avais 25 ans, 25 ans. Et en fait, je me retrouvais pas dans le football que je jouais. C'était beaucoup pensais plus déjà à bien défendre et après à contre-attaquer dans les clubs où j'avais fait. Et je n'avais pas le plaisir que je pouvais prendre quand j'étais jeune, quoi. Donc du coup, c'est l'arrivée de cet entraîneur avec cette volonté de vouloir faire du jeu, de travailler tout le temps le jeu offensif, de mettre en lumière le numéro 10, de m'avoir mis en vrai numéro 10, d'avoir un peu les clés du jeu avec ce plaisir que je prenais sur le terrain. Pour moi, ça a été une rencontre inoubliable. Eh ben merci en tout cas Benjamin, on finit sur cette note en tout cas et ces mots sur Jean-Marc Furlan. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à dire aux supporters cannais, à ceux qui te suivent, en tout cas pour cette fin de saison? J'ai surtout hâte de revoir le Stade Malherbe en Ligue 1. Ce sera difficile forcément pour cette saison, mais pourquoi pas aller accrocher un barrage et puis vivre de super beaux moments sur un barrage. Je l'ai vécu, donc ça pourrait être magnifique, mais surtout de revoir le Stade d'Ornano plein, comme je l'ai apprécié, comme je l'apprécie en tant que supporter et comme tout le monde l'apprécie, parce que tout le monde me parle de Caen en positif quand je suis par exemple à la rédaction à Paris, ou les anciens joueurs, les joueurs. Donc voilà, l'engouement de revoir le Stade d'Ornano bleu et rouge, et ça manque à tout le monde.
Eh ben merci, on te remercie d'être venu et je pense qu'au nom de l'équipe, on te remercie aussi pour les années à Caen parce que je pense que tu fais partie des joueurs préférés des supporters caennais. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions en te voyant jouer. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Et voilà, je pense qu'on se fait aussi les porte-parole de toute une communauté en tout cas qui a apprécié ton passage et on te remercie d'avoir échangé les mots avec nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et bonne continuation. À très vite. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser sur un stade.